Bonjour. Alors, nous avons choisi avec Nicoletta aujourd'hui de prendre un prisme particulier sur l'alimentation des enfants et des adolescents, donc plutôt l'aborder sous l'angle des normes et des représentations. Bien évidemment, chacune des études dont il sera question a travaillé sur énormément de sujets liés à ces alimentations-là, et bien évidemment, il nous fallait faire un choix pour présenter en 1h30. Juste deux petits détails. On va parfois se couper la parole, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est parce qu'en fait on a vraiment l'habitude de travailler ensemble et s'il y en a une qui oublie quelque chose, l'autre va compléter. Donc ne soyez pas choqués par ça. On a choisi aussi pas pour faire quelque chose d'extrêmement orthodoxe, mais parce qu'il nous semble important dans une étude sur les comportements alimentaires, sur les habitudes, sur les normes, les représentations, de savoir d'où on parle, comment on parle, avec quelle méthodologie, sur quoi on s'appuie. Donc, on va faire une introduction un petit peu étoffée pour que vous sachiez d'où ça sort tout ça. Et enfin, autre précaution d'ordre méthodologique, au fil de notre présentation, alors vous verrez, il n'y a pas un PowerPoint extrêmement détaillé, mais par contre, on vous a mis plusieurs fois, alors, sauf pour l'introduction, mais on vous a mis plusieurs fois du verbatim, c'est-à-dire de la glosse d'enfants, d'adolescents, etc. Bien évidemment, les analyses que l'on fait ne portent pas sur un verbatim. On vous met un verbatim à titre illustratif, parce qu'on ne va pas passer 10 000 verbatims à l'écran, mais les analyses qu'on en tire ne portent pas que sur les seuls verbatim et sur les seules expériences que vous allez voir, que l'on va citer, parfois certaines parce qu'elles sont extrêmement représentatives ou même parfois aussi un peu amusantes. Mais nos analyses portent sur un corpus très large et on a choisi quelque chose d'un peu plus emblématique pour que vous ayez aussi une base très concrète à ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Alors avant justement d'entrer justement dans le concret et dans ces paroles d'adolescents et d'enfants, je vais commencer par vous présenter un des deux programmes sur lequel on a beaucoup travaillé ensemble. C'est nous qui tournons. Si tu veux, je le fais, c'est pas grave. Voilà. Et plutôt sous l'angle méthodologique et pour vous expliquer ce qui s'est passé, je vais vous présenter d'abord Alimado, ce qui sera un peu l'introduction générale de la méthodologie, etc. Ensuite, je passerai la parole à Nicoletta, qui vous présentera un autre projet Ludo Aliment et qui rentrera tout de suite dans le vif du sujet autour de cette pluralité normative, ces conflits, recompositions à l'œuvre dans les alimentations enfantines. Et dans une deuxième partie sur les études également, je reprendrai la parole autour de deux notions assez complexes mais qui sont aussi à la fois du domaine des normes et des représentations, que sont la honte et celle de la modernité. Et je prendrai deux exemples, l'exemple du gras et l'exemple des étrangetés des cultures d'origine. Bien évidemment, s'il y a un problème en cours de... Vous pouvez tout à fait nous interrompre pour demander des éclaircissements, ça pose absolument aucun problème. Tout d'abord, Alimado, alors on met un programme de recherche de 3 ans, mais en fait il a duré beaucoup plus, puisqu'il a duré de 2006 à 2010, voire même 2011 en prolongation. Donc c'est un programme de recherche dont on a commencé la préparation en 2006 par des enquêtes préparatoires, parce que même du côté de l'ANR, ils n'étaient pas tout à fait sûrs de la faisabilité d'un projet qui avait pour ambition une étude qualitative des comportements alimentaires et non pas quantitative, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas basé uniquement sur le discours, même si ici vous allez voir du verbatim, donc du discours, mais on s'est aussi beaucoup basé sur l'observation in situ, c'est-à-dire cette fameuse observation participante chère aux anthropologues, c'est-à-dire qu'on vivait avec. C'est-à-dire que les chercheurs de l'équipe étaient sur le terrain, dans les familles, dans les écoles, dans les collèges, dans les cantines scolaires, qui est un lieu très très important pour observer aussi les alimentations adolescentes et enfantines. Donc, dans la rue aussi. Donc tous ces lieux ont été investis et donc pour cela, on a fait des enquêtes de faisabilité avant de lancer le projet ANR. Donc comme je vous le disais, une étude qualitative et on a pris en compte bien évidemment une pluralité de références, notamment culturelles, sociales, socio-économiques, etc., mais également niveau d'études. Et en parallèle, donc, c'était pas exclusivement une étude sur les comportements alimentaires parce que, vous le savez tous, on ne peut pas isoler l'alimentation des représentations qu'on se fait du corps, de la santé et d'un cadre plus global. Donc en fait, tout ça a été pris en compte dans nos études, et d'ailleurs dans les deux.
Chaque fois, ce n'était pas un petit prisme sur l'alimentation, mais on regardait aussi ce qu'il y avait autour en termes de santé, de lien au corps, etc. Et bien sûr, donc nos équipes ont été à chaque fois pluridisciplinaires, anthropologues, sociologues, et pour Alimado également des anthropologues biologistes de Marseille. Et donc les institutions, vous connaissez tous plus ou moins le projet, donc le CNIEL, l'OCHA, le CNRS et les universités de Strasbourg et l'université de la Méditerranée à Marseille. Bien évidemment, quand on part sur un projet de recherche, on a des objectifs. Tous sont plus ou moins remplis, parce que, là encore, le terrain, c'est du domaine du vivant, on n'a pas un terrain expérimental. Donc, forcément, ces objectifs ont bougé au fil du projet. Donc là, je les ai repris en fonction aussi des résultats qu'on a eus. Donc, ce sont des objectifs assez réalistes qui sont là. On souhaitait comprendre quelles différentes cultures alimentaires étaient à l'œuvre, et on voulait surtout pouvoir comparer ces divers adolescents, ces diverses alimentations adolescentes. Et donc, même si j'aime pas ce mot, on va l'utiliser là, notre population d'études était extrêmement diversifiée. Et on avait des adolescents donc, de régions en France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alsace, et avec des adolescents d'origines extrêmement diverses, sans situation migratoire, mais aussi avec des situations migratoires et des provenances aussi bien des pays du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, d'Asie. Pour l'Asie, Florence peut me couper la parole quand elle veut, de Turquie. Donc tous ces adolescents pris comme des adolescents français, mangeant aujourd'hui, partageant, vivant ensemble. On souhaitait comprendre donc les relations, comme je vous l'ai dit, entre ces habitudes alimentaires, ces cultures, ces images du corps. Et un point qui nous a semblé extrêmement important, qui était un objectif et qui est devenu extrêmement fort parce que très souvent les adolescents sont revenus dessus, ce projet nous a permis d'observer également l'impact, la réception, la transformation des allégations nutritionnelles et santé, des recommandations nutritionnelles. C'est-à-dire comment ces adolescents percevaient ces recommandations, qu'est-ce qu'ils en faisaient et qu'est-ce que serait aujourd'hui, par exemple, une éducation nutritionnelle pour ces adolescents. Donc, comme je vous le disais, pour tout cela, on a analysé ce quotidien alimentaire et donc on a des données sur ce quotidien alimentaire au foyer, hors foyer, y compris ce qu'on appelle, après le terme est à revoir peut-être, les grignotages et également et beaucoup la restauration scolaire et voir les variations qu'il pouvait y avoir entre ces divers lieux où on mange. Également, même si après on a moins utilisé le terme d'identité, vous verrez, j'y reviendrai dessus en dernière partie, on voulait voir ce qu'il y avait d'identitaire lié à la nourriture. Qu'est-ce qui finalement redéfinissait ces pratiques alimentaires en fonction de culture familiale, de culture transnationale, translocale, etc. Et enfin aussi, un de nos objectifs était d'analyser les ruptures, parce qu'on a beaucoup parlé un temps de rupture avec le modèle familial, de rupture dans la transmission, on voulait voir ce qui se passait réellement. Bon, on a vu que là-dedans, il y avait beaucoup de choses qui en fait étaient beaucoup moins en rupture que ça. Notre méthodologie, donc même si je l'ai déjà abordée, j'y reviens brièvement dessus, donc je vous l'ai dit, notre objectif n'était pas uniquement une analyse de discours. On sait tous que quand on demande à quelqu'un ce qu'il a mangé, forcément il y a un tri sélectif qui se fait, donc on n'était pas uniquement sur le discours, mais sur l'observation de ce qui se mange, avec une observation participante dans tout l'univers domestique, et bien sûr, comme Nicoletta l'a précisé, aussi hors du cadre familial, la rue, les snacks, parce que notre tranche d'âge étant 12-19 ans, si vous voulez, le cadre rue, snack, etc. était peut-être très peu présent au tout début de la tranche d'âge, mais il s'accentuait au fil des classes d'âge. Comment nous avons travaillé? Donc par cette observation participante, par bien sûr des entretiens semi-directifs, et là encore, notre approche très systémique, c'est-à-dire on ne voit pas ce qu'un adolescent mange en interrogeant uniquement l'adolescent ou l'enfant, mais en interrogeant tout un ensemble de gens qui sont avec lui. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les adolescents, avec les parents, avec les familles au sens large, puisqu'on a travaillé aussi avec les grands-parents, avec les éducateurs, animateurs, mais également beaucoup avec les personnels des cantines scolaires, des collèges et des lycées, et tout le personnel, on va dire, médico-social dans ces lycées. Donc on a travaillé aussi bien par ces entretiens avec tout cet ensemble-là, les carnets de consommation, et sur Strasbourg notamment ont été faits plusieurs focus group qui nous ont apporté beaucoup de choses sur ce qu'était le manger ensemble. Et enfin également on a utilisé à moindre mesure, mais pour nous donner ce qui a donné beaucoup de chair finalement au projet, un outil biographique avec des récits de vie centrés sur le rapport à la nourriture. Alors, très brièvement, parce que je vous l'ai dit, on a fait un choix aujourd'hui, c'est de traiter les normes et les représentations.
Mais je me suis dit que si vous souhaitiez chercher, trouver autre chose, il fallait qu'on vous alerte sur ce qui avait été publié, sur ce qui existait sur ces projets-là, donc sur d'autres thèmes. Déjà, alors, pour les résultats, donc, il y a eu une surprise dès le début du terrain, qui inversait complètement les points de vue et qui, en tous les cas, inversait cette idée d'un adolescent dans sa bande de jeunes, et les adolescents tous identiques, en rupture avec le monde dans lequel ils sont, en rupture avec leurs parents, qui mangent plus à table, etc., etc. On a rencontré des adolescents qui étaient capables d'avoir une réflexivité importante sur ce qu'ils mangeaient. Attention, dire d'un adolescent qu'il a une réflexivité importante sur ce qu'il mange, ça ne veut pas dire qu'il applique stricto sensu toutes les recommandations nutritionnelles. On n'est pas dans une perception nutritionnelle des choses. Simplement, ces adolescents étaient capables d'avoir une forte réflexivité sur eux-mêmes, sur leur discours, sur leurs pratiques alimentaires. Autre point qui nous semblait aller aussi à l'encontre un petit peu de nombreux stéréotypes, vous l'avez vu, dans les objectifs, j'ai cité comme variable la variable culturelle, qui a été au départ un de nos forts présupposés, parce que quelque part on se disait que c'est des adolescents, par exemple d'origine turque, laotienne, ne mangeaient pas forcément la même chose que d'adolescents dont toute l'ascendance était par exemple alsacienne. En fait, on s'est aperçu que cette variable-là, elle était opérante mais pas toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait un sens mais elle était imbriquée à d'autres dimensions. Ce qui comptait beaucoup également, au-delà de ça, c'était le niveau socio-économique, le niveau d'études des parents, l'histoire familiale, la composition familiale, famille monoparentale, etc. Et s'il y avait eu certes des trajectoires migratoires, mais tout ça corrélait ensemble, le contexte de village. Et alors ça aussi, 12-19 ans, c'est une classe très large, et en 12-19 ans, il y a la question des classes d'âge qui est extrêmement importante. Et toujours donc au-delà de ça, donc qu'est-ce que les grands résultats nous ont montré qu'on n'avait pas une équivalence systématique entre ce qu'on appellerait, alors là je l'ai mis au singulier même si on l'utilise toujours au pluriel, il n'y a pas une alimentation adolescente, hein. Il y a des multiplicités d'adolescents et des multiplicités d'alimentation, mais en tous les cas il n'y a pas d'équivalence systématique entre forcément alimentation adolescente et malbouffe. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas, donc je vous le disais, un adolescent unique dans une bande de jeunes unique, etc. Et certes, à l'adolescence en particulier, le groupe des pairs est très très important sur ce que l'on va manger, ce que l'on osera manger, ça j'y reviendrai après, mais ce n'est pas le seul groupe d'influence. La famille a une forte influence, les parents, mais aussi les grands-parents, alors ça en Alsace avec une importance extrêmement forte, et également d'autres cadres de sociabilité. Donc, pas uniquement le groupe de pairs, malgré toutes les images qu'on peut avoir, beaucoup de références dans ces alimentations. Et nous, en tous les cas, dans ce qu'on a pu observer, aussi bien dans le discours que dans l'observation des pratiques, on n'a pas observé une crise de la transmission entre adultes et adolescents. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, il n'y a pas des remises en cause, encore une fois, mais sur la durée, il n'y a pas de rupture de transmission. Et en tous les cas, dans cette transmission, ce qui nous a semblé essentiel, c'est de voir que ce qui permettait cette transmission, ce n'était pas le discours santé, mais c'était le discours autour du plaisir pris à manger ensemble, du plaisir pris à être ensemble. Enfin, d'autres résultats qui nous semblaient intéressants également, et c'est sur ça que je terminerai avant de passer la parole à Nicoletta, nous avons beaucoup travaillé autour de ces adolescents et de la santé publique, ou du moins des messages à entendre. Alors, là encore, des messages à entendre, des messages entendus et des messages transformés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ces adolescents, il faut voir, il y a une grosse différence dans les programmes scolaires, c'est-à-dire qu'ils ont inclus dans les programmes scolaires aujourd'hui un certain apprentissage autour des recommandations nutritionnelles. De plus en plus de profs de SVT vont dans ce sens-là. Et donc ont une approche de l'alimentation qui est extrêmement nutritionnelle. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est de voir comment ils recevaient ça, comment ils recevaient cet apprentissage. Qu'est-ce qu'ils en faisaient finalement, notamment autour de ce que Nicoletta a appelé l'esthétique de la légèreté, tout le discours sur le gras, tout ça, comment c'était transformé. Ce qui nous a semblé assez important de cibler, c'est que face à ce discours très unique et très uniformisant des autorités de santé publique, en fait, il n'y a pas un adolescent unique et uniforme, et il y a une pluralité d'adolescents qui auraient besoin d'une pluralité de discours. Enfin, deux choses nous ont paru extrêmement intéressantes aussi. C'est la grande part de culpabilisation et de stigmatisation qu'on a
relevé, aussi bien dans les discours que dans les essais de transformation de pratiques alimentaires, peut-être encore plus présent chez les parents d'ailleurs, oui, hein, tu vas en parler après, que chez les adolescents, mais même chez ces adolescents-là, souvent on a le droit de se faire plaisir, on est adolescent, on aime bien aller manger des kebabs, etc., mais hop, avec la restriction qui est, oui, on sait que c'est pas bien, on sait que c'est pas bien, on sait que ça nous fait du mal, etc., etc. Et alors, une très très forte inquiétude des parents et des ados, et encore plus des parents, sur la crainte du surpoids et de l'obésité, et aussi et surtout dans des familles n'ayant pas du tout de signes de surpoids et d'obésité. Hein. C'est pas uniquement... Parce que ça peut être aussi corrélé à de vrais facteurs de santé dans les familles. Là, on a repéré ça dans des familles qui n'avaient aucun problème à ce niveau-là et dont les adolescents n'avaient pas de problème. Avec une forte inquiétude, une forte pression des parents. Et quelque chose aussi qui, là, nous a alertés, qui a notamment alerté les anthropologues biologistes vers Marseille, dans des familles de niveau socio-économique et surtout de niveau socio-culturel relativement modeste et plutôt avec des origines, du moins pour les parents, d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb, des confusions extrêmement inquiétantes entre des changements morphologiques normaux liés à la puberté, chez les filles notamment, et le début de l'obésité. Et une multitude de mères de famille qui mettaient leurs filles à 12-13 ans au régime parce qu'elles s'apercevaient qu'elles venaient de prendre 2-3 kilos et qu'elles avaient des formes qui apparaissaient, etc. Et qui, donc, recevant un discours de santé très très fort sur le poids, confondaient changements morphologiques, on va dire, physiologiques, normaux, et début d'une inquiétude pour la santé. Et enfin, également, on s'est beaucoup interrogé, mais ça, on ne va pas y revenir aujourd'hui, mais vous le verrez, c'est en filigrane, sur cette différence finalement à entendre entre éducation nutritionnelle et éducation alimentaire. Voilà globalement ce qui sert de base à notre discours d'aujourd'hui. Et je passe la parole à mes collègues. Bon, vous m'entendez, où le micro est loin? C'est bon? Alors, Véronique a anticipé pas mal de questions qu'on va voir effectivement là dans la suite de notre discussion. Effectivement, beaucoup d'entretiens que nous avons recueillis et beaucoup d'observations sont traversés par l'inquiétude, sachant que l'enfance et l'alimentation sont depuis, je dirais, plus que 20 ans, voire plus, oui, une bonne trentaine d'années, au cœur des inquiétudes sociales contemporaines et constituent de plus en plus en fait l'objet de discours qui visent de manière très normative en fait quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les bonnes étapes par exemple de la croissance ou du développement. On parlait tout à l'heure du passage de la puberté, et ces règles qui sont nombreuses peuvent induire des conflits, peuvent induire des confusions, peuvent avoir de toute manière des conséquences sur la manière qu'ont les enfants et les adolescents de se construire en tant que personnes et de se comporter dans les pratiques de tous les jours. L'autre programme, en fait, auquel a fait référence tout à l'heure Florence Strigler en présentation, est donc l'autre programme qui va nourrir cette réflexion. Il s'appelle la consommation enfantine d'aliments ludiques entre plaisir, risque et éducation, qui a eu lieu à peu près dans la même époque, donc entre 2006 et 2009, avec un prolongement en 2010, qui a été coordonné par Inès Delaville de l'Université de Poitiers et conduite en collaboration avec d'autres universités, donc l'Université de Paris 13, de Toulouse, de Tours, de Dijon et de Strasbourg. Et donc, dans ce programme, il y a eu 6 équipes interdisciplinaires, là aussi, donc il y avait des sociologues, des ethnologues, des spécialistes du marketing et des sciences de la communication, des psychologues, et on a travaillé sur ce rapport entre jeu, alimentation et éducation, en analysant comment les enfants consomment des produits qui font une référence explicite à la culture enfantine, parce qu'il y a par exemple des jouets dedans, je ne sais pas, le CD qui accompagne les céréales, le Kinder Surprise parce qu'il y a la petite surprise dedans, le ficello parce qu'on peut jouer avec le fromage. Et donc, en essayant de voir comment se combine aujourd'hui, pour les enfants, la dimension plaisir, le jeu, mais aussi la dimension de risque liée à l'alimentation pour enfants et des enfants.
Alors, pour ce qui est de Strasbourg, nous avons travaillé en particulier sur le continuum, en fait, qui va des jeux avec la nourriture, par exemple, faire le volcan avec la purée, hein, donc, qui est un classique, en fait, des jeux avec la nourriture en famille, jusqu'à, disons, l'usage de ces produits qui sont pensés par les concepteurs pour les enfants et qui donc, que ce soit dans le marketing, dans le packaging ou encore dans les stratégies de communication, visent directement les enfants, c'est un produit pour vous. Donc ça, c'est l'autre recherche qui vient nourrir un peu la réflexion d'aujourd'hui, ce qui fait que dans les verbatim que vous allez quelque part avoir, il va y avoir en fait des témoignages qui sont tirés de l'une et de l'autre recherche. Cette recherche donc sur les ludo-aliments, ce que nous on appelait ludo-aliments, mais en réalité qui renvoie plus à la dimension de la nourriture fun, amusante, en fait ça dépasse l'idée du seul jeu, hein, a été menée avec des enfants de 4 à 12 ans, ce qui fait qu'avec les deux recherches, on a pu voir quelque part de longues trajectoires, je dirais, de vie, hein, liées à ces alimentations, depuis les tout petits jusque, je dirais, presque aux jeunes adultes. Alors, dans la recherche sur les ludo-aliments, hein, qui a été menée avec, pour ce qui est de l'équipe strasbourgeoise, Louis Mathieu et Simona De Giulio pour la partie relative à la communication publicitaire. Alors, je le dis pour ceux qui sont intéressés, Madame De Giulio a recueilli un fonds documentaire de 4500 annonces publicitaires sur les produits alimentaires destinés aux enfants dans la presse allemande, française, italienne entre 1949 et 2005. Et donc ça, c'est un fonds documentaire qui peut être consultable sur demande. En fait, il y a une base de données en ligne à la MICHA qui est en train d'être complétée. Et disons, dans cette recherche également, il y a eu cette même je dirais, constatation, une grande réflexivité de la part des enfants, même tout petits. C'est-à-dire la conscience qu'il y a différentes règles relatives à l'alimentation, que ces règles peuvent être dictées ou données par les parents, par les éducateurs, par les professionnels de santé, par les médias, et que donc le travail que eux doivent faire en tant qu'enfants est de mettre ensemble toutes ces règles. D'ailleurs, il y a les règles aussi dictées par les autres enfants, hein, ceux qu'il faut faire quand on est entre enfants ensemble. Et donc, ce travail réflexif, ce travail sur qu'est-ce qu'on fait, comment je mange et comment je mets ensemble toutes ces normes plurielles, a la conséquence de développer, c'est ce qu'on a vu chez l'enfant, des compétences qui sont de différents types. Par exemple, des compétences relationnelles, apprendre à négocier, hein, savoir quelles sont les dérogations qu'on peut demander, celles qu'on ne peut pas demander, quelles sont les règles qu'on peut contourner et celles fondamentales, hein, qu'on ne peut pas mettre en question. Donc des compétences aussi langagières, des compétences corporelles, hein, donc apprendre à jouer avec la nourriture, par exemple, sans trop se tâcher pour éviter après d'être quelque part, de se faire remonter les bretelles. Des compétences aussi de gestion des ressources alimentaires. Par rapport à un petit argent de poche, qu'est-ce que je peux faire avec? Hein, on a des enfants qui nous ont fait des listes de bonbons, en fait, avec l'équivalence, en fait, qui se font vraiment des véritables, je dirais, répertoires entre types de bonbons, argent et type de, comment dire, de plaisir qu'on peut en tirer. Donc avec, par exemple, les boules de singe ou les boules de mammouth. Alors les boules de singe coûtent un peu moins, elles sont plus petites, mais en même temps elles durent plus longtemps comparativement en fait aux boules de mammouth. Donc si vous voulez, il y a toutes ces compétences qui se développent, hein, à travers les règles et à travers le contournement de la règle. Cette dimension, je dirais, importante de la norme ne va pas en même temps sans la perception d'un risque, on parlait tout à l'heure d'inquiétude, et avec ce sentiment qu'il faut se contrôler et endosser soi-même un devoir de restriction et de surveillance qui est en cohérence avec les campagnes d'information nutritionnelle, avec les discours épidémiologiques et hygiénistes. Alors, cette idée d'apprendre à se surveiller n'est pas quelque chose de tout récent.
Hein. Foucault en a fait l'histoire, c'est quelque chose qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, et déjà chez les enfants, évidemment les enfants de classe aisée. Donc on trouve beaucoup d'ouvrages entre la fin du XVIIIe et début du XIXe qui commencent à quelque part à parler des conséquences néfastes de la gourmandise. Et cette nécessité d'apprendre à se surveiller croise une autre transformation qui a eu lieu dans notre société, cette idée que le risque n'est pas un destin contre lequel on ne peut rien faire, hein, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, ce n'est pas un destin collectif, mais le risque est le résultat de ses propres activités et de ses propres décisions. Ce qui fait que dans le temps, et on le voit maintenant de manière extrêmement forte, hein, il y a eu une sorte de moralisation des attitudes face au risque et à la vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que ne pas se soucier des risques devient le signe d'une sorte d'incapacité à prendre soin de soi-même, à s'occuper de soi, une forme d'irrationalité. Alors, je cite une recherche souvent qui a été menée à la fin des années 70 en Grande-Bretagne auprès des enfants de 7-11 ans sur les causes des accidents. Et la plupart des enfants considéraient que les accidents, mais même les accidents de voiture ou les accidents domestiques, n'étaient pas la conséquence d'événements fortuits, imprévisibles, mais étaient la conséquence d'une cause liée à une insouciance, hein, et que donc bien connaître les facteurs de risque permettaient aux enfants d'avoir des attitudes entre guillemets rationnelles et responsables, et donc d'être responsables de leur intégrité. Donc ce sentiment de devoir se surveiller, ne pas prendre des risques en tant qu'individu, hein, commence dès tout petit. Et on l'a vu dans la recherche justement Ludo-Aliment, où on a eu des enfants qui déjà en maternelle, à partir de 4 ans, ont commencé à nous répéter le slogan qu'ils voient, qui passe à la télé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. D'autres dont vous lisez les verbatims là, hein, les chips ce n'est pas bon pour le cholestérol, donc c'est Céline 10 ans, les frites c'est gras, en plus il y en a qui mettent du sel dedans et le sel c'est pas bon pour le cœur. Alors Pierre qui a 7 ans, on se demande s'il a ce type de souci à 7 ans, mais on le voit à d'autres moments de l'observation participante en famille. Il reproche à sa sœur de 19 ans de manger trop gras et trop salé. Alors, les observations ethnographiques montrent que ces injonctions-là ne se traduisent pas forcément dans les pratiques. C'est-à-dire, c'est pas pour ça que les enfants ne vont pas aimer les chips, hein, ou ne vont pas manger des snacks. Mais ce qui est important, c'est qu'elles constituent un cadre normatif fort à l'intérieur duquel les enfants jugent leur comportement et le comportement de ceux de leur père. Au point que, et c'est une autre anecdote que j'ai citée souvent, une fois Tiffaine de 10 ans, interviewée par Louis Mathieu, va chercher son carnet de santé pendant l'entretien pour montrer à Louis à quel moment elle a dépassé, c'est ces mots que je cite, à quel moment j'ai dépassé la courbe de la normalité. Et elle ajoute, ça devrait être à peu près à 9 ans que l'on m'en dit, là, il faudra que tu commences à te calmer. Donc, voyez comment cette idée de se calmer renvoie finalement à cette image d'un enfant qui va au-delà des limites qui lui sont fixées. Et cette idée du carnet de santé est particulièrement significative. Ça renvoie vraiment à je dirais, à cette inquiétude pour la croissance, pour le développement régulier, pour la santé, qui a une grande importance pour les enfants et pour les parents. Et donc, toutes les entorses à ce développement, entre guillemets, normal, suscitent des anxiétés, autant chez les grands que chez les plus petits. Ce qui fait qu'après, l'embonpoint et l'obésité, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que tu en parleras tout à l'heure, sont jugés très sévèrement et les individus gros, entre guillemets, apparaissent comme des personnes qui n'arrivent pas à se contrôler, à se maîtriser, hein, avec là aussi parfois des nuances morales liées à cette idée du contrôle et de la maîtrise de soi. Et ce qui fait que on l'a vu dans le Ludo-Aliment, par exemple, cette intériorisation du devoir de restriction
apparaît très vite. Par exemple, apparaît dans quelques habitudes collectives entre pairs, quand à partir de 9 ans environ, on a vu les enfants commencent à abandonner la collation de 10 heures, qui est considérée comme une pratique de petits, parce que, par exemple, il y a des enfants qui nous disent, c'est les petits qui ne savent pas attendre. Hein. Esteban dit, c'est pas que j'ai pas envie du goûter, mais je sais que je peux attendre. Donc ça, pour vous dire à quel point finalement cette norme de la surveillance de soi est quand même importante dans les représentations. Alors, en même temps, ce besoin de se surveiller est mis en tension avec une autre obligation, je dirais toujours entre guillemets, qui est l'obligation à s'amuser, à prendre du plaisir, à transgresser les règles, qui est quelque part racontée par les enfants comme la caractéristique principale de l'enfance. Alors, il y a des enfants qui nous disent, nous, on est des enfants, et donc on peut manger avec les mains, on peut manger des cochonneries, on peut se lever de table. Ce « nous, on est les enfants » nous autorise à des petites transgressions qu'on ne pourrait pas faire par ailleurs. Et donc, on retrouve là aussi toute une série de discours autour des aliments qui sont considérés comme étant spécifiquement destinés aux enfants. Donc, par exemple, des produits où il n'y a dessiné aucun adulte sur le paquet, ou encore tout ce qui n'est pas bon pour la santé. C'est Gilles de 11 ans, on verra tout à l'heure qu'il revient sur cette question. Les aliments sucrés, les produits fun, justement, donc les produits qui ont des jouets ou d'autres éléments liés au divertissement, les produits chimiques ou industriels. Ça, c'est intéressant. Il y a Lise, dont vous lisez le verbatim là, qui dit « Les enfants aiment bien des trucs où il y a des jouets. » Et puis aussi les trucs au chocolat et les trucs chimiques. Ma maman dit toujours qu'il n'y a que les enfants pour aimer les trucs chimiques comme les glaces au schtroumpf ou les bonbons qui piquent. Donc c'est assez intéressant parce que vous voyez comment les snacks, les sucreries, les gâteaux, les bonbons sont décrits comme des aliments qui permettent quelque part de partager une culture enfantine et l'entre-soi des enfants et se faire reconnaître par les autres comme appartenant à un groupe d'âge. Donc, avec des enfants qui sont considérés comme étant pour les tout petits et qui donc sont délaissés à partir des 6-7 ans, par exemple les biscuits Dora, ou des aliments qui sont, comme dit Ken à Rixheim, en fait, près de Mulhouse, et il dit qu'il y a des aliments qui sont interdits aux filles. Donc, et notamment, ce sont des céréales qui ont des jeux, en fait, pour les garçons qui ont des CD musicaux avec des musiques de garçons. Et donc, si vous voulez, là aussi, une forte réflexivité. Dans mon terrain personnel, une fois un garçon, Lucas de 8 ans, je lui demandais qu'est-ce qu'il était en train de manger. En fait, c'était un goûter industriel. Et il m'a dit, si tu étais un garçon de 8 ans, ça te plairait. Donc, vous voyez, avec toujours cette conscience d'être inscrit soi-même dans un âge et dans un genre, et me replaçant à son tour dans un âge, le mien est dans un genre. Là aussi, il y a des discours et il y a des pratiques. Donc, le fait que les enfants déclarent aimer les bonbons et détester les légumes ne signifie pas qu'après, dans le quotidien, ils ne mangent pas les légumes. Là aussi, on a été étonné à la fois dans Fun Food et dans Alimado, à quel point, quelque part, les comportements alimentaires dans le quotidien domestique peuvent être divers. Et donc, il y a évidemment les pâtes, mais il y a la soupe, la blanquette de veau, des tomates, des fruits, les carottes. Il y a des enfants, même jeunes, qui disent aimer les brocolis et parfois même le chou. Après, on ne l'affirme pas devant d'autres enfants. Donc, par exemple, il y a Brian de 5 ans qui dit tout le temps « Ah, moi j'aime les tomates, mais pour faire rire ses copains ». Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que... Ah, pardon. Voilà. C'est celle après, je crois. Donc, ben, je m'arrête encore un moment. C'est encore une chose, donc, c'est le fait que cette moralité du plaisir et de l'amusement, c'est quelque chose que les enfants
intériorise, mais qu'on retrouve dans la société de manière plus générale. C'est quelque chose qui s'est développé à partir dans les années 50 et qui a essaimé aussi dans les pratiques éducatives et dans les pratiques commerciales, cette association du jeu, du ludique et de l'enfance. Ce qui fait que les enfants, là, dans les verbatims que j'ai essayé de vous donner, semblent pris dans un système d'injonction paradoxale. C'est-à-dire que les snacks, les sucreries, les sodas, les bonbons, les pizzas, etc., constituent en même temps ce que fait l'enfant, donc ce qu'un enfant est censé manger, aimer, consommer pour faire partie de son groupe de pairs, et en même temps ce dont l'enfant doit apprendre à se méfier à travers des formes qui sont toutes personnelles de régulation et de maîtrise de soi. Ce qui fait que les enfants que nous avons rencontrés, mais ces discours s'appliquent également aux adolescents, sont pris dans un travail réflexif constant qui n'est pas que le propre des enfants, on pourrait dire, on retrouve aussi beaucoup chez les adultes, entre des normes très différentes. Manger pour se faire plaisir, manger pour respecter les codes de sociabilité entre pairs. Donc, par exemple, distribuer du pain ou des bonbons à l'école pour créer des réseaux d'amis, pour aller honorer des rituels comme les anniversaires, et ainsi de suite. Donc, vous voyez là, à nouveau, un autre extrait de dialogue. Quand est-ce que vous achetez des choses à manger entre les repas? Alors, qu'est-ce qu'on achète? Des bonbons. Alors, Victor, 11 ans, qui dit « Ouais, il faut se faire des petits plaisirs, des fois ». La question, alors, à quelle occasion vous vous faites des plaisirs? C'est quand on est avec les copains, quand il y a des anniversaires, le soir, chez soi, en sortant de l'école. Donc, il y a une diversité de situations, et ces diversités de situations ont chacune sa propre logique, ce qui fait que ces normes peuvent être en tension entre elles. Il faut manger, se faire plaisir, mais en même temps pas trop. Manger bien, sans être esclave de la société de consommation. Et quelque part, cette pluralité de normes participe en fait donc de cette construction de soi. C'est-à-dire que se construire, donc construire sa personnalité, et là je cite Dubé, dans la sociologie de l'expérience, devient une capacité de gérer cette expérience et de la rendre cohérente et significative, même dans la diversité de situations auxquelles on est confronté. Et alors, là, à nouveau, un autre petit extrait, si vous voulez, qui montre cette tension qui est tout le temps en jeu entre être autonome et être dépendant des adultes, entre penser à sa santé et se faire plaisir. C'est le Gilles de tout à l'heure qui avait dit que tout ce qui est mauvais pour la santé, c'est pour les enfants. Et Gilles, là, à un autre moment, dit qu'enfin, quand on est en pleine croissance, il faut qu'on mange beaucoup. Et bien aussi, c'est vrai, mais il faut aussi qu'on aime bien. Donc, vous voyez, la double... On est en pleine croissance. Alors, c'est intéressant comment il revient plusieurs fois sur cette question de la croissance et donc sur cette conscience, en fait, du bon développement dont je parlais tout à l'heure. Il faut se nourrir, manger beaucoup, équilibré, bio. Et à la question, mais avant tu disais que manger équilibré, c'est pas bon et qu'il faut manger des trucs bons quand on est enfant. Oui, mais eux nous font manger des trucs que eux ont envie de manger, nous, on ne choisit pas. Alors, vous voyez bien comment, dans ces paroles, il y a un peu à nouveau cette contradiction et cette tension entre l'idée que l'individu peut tout choisir, c'est un peu cette idéologie de l'individu souverain que je mets dans la slide. Donc là, il y a une sorte de sacralité de l'individu qui dit que bon, l'individu est agent du choix, il peut gérer sa vie comme il le souhaite, mais en même temps, il y a des contraintes extérieures, dans ce cas-là, il y a des adultes, il y a des bénéfices à long terme qu'il faut apprendre à prendre en compte, et donc il y a ces tensions qui sont importantes. Tensions qui sont importantes et qu'on retrouve chez les adultes. Adultes qui parfois nous disent on trichouille avec les normes. Ça, c'est par exemple une mère de 3 enfants, donc 2 garçons de 10 et 12 et une fille de 16 ans.
Et donc, du point de vue du discours des adultes, être un bon parent signifie aussi savoir composer entre ces injonctions différentes, donc respecter le plaisir individuel, respecter le goût de l'enfant. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important dans les discours qu'on a recueillis, mais en même temps, les protéger, la morale sanitaire est importante et ainsi de suite. Alors, j'ai un autre petit verbatim que je prends le plaisir de vous lire parce que je le trouve intéressant de ces contradictions. C'est Timothée de 5 ans et demi qui dit « Parfois je reçois de ma maman ces fromages en forme de bâtonnet qu'on peut effilocher, alors j'en fais des cheveux, je les partage avec ma cousine. Et puis maman vient me dire que c'est des cochonneries et nous dit « Non, mangez pas, arrêtez, c'est des cochonneries. » Vous voyez, c'est cet ensemble de contradictions où on est pris. Alors, c'est donc dans ce cadre-là qu'il faut quelque part aussi lire une certaine ambivalence vis-à-vis des, je dirais, des messages nutritionnels qui, d'une part, insistent sur cette nécessité de se surveiller et qui, d'autre part, sont parfois ressentis comme quelque chose qui est trop injonctif, trop répétitif, qui s'adresse à des personnes qui ont des problèmes de poids alors qu'on n'a pas forcément des problèmes de poids. Et on dit, ça nous sort par les oreilles, à force de les répéter, on ne les entend plus. Mais ce qui est important, c'est de voir que ces messages contribuent à renforcer ces attitudes de discipline, de restriction, de autocontrôle, avec après des essors très, comment dire, controversé, parce que d'une part, on se surveille peut-être, d'autre part, on craque, on commence à se méfier des aliments préférés, on commence à se méfier aussi de ces moments de cafard dans lesquels on a envie un peu de se laisser aller, comme disent, ce qui fait que, quelque part, on a aussi assisté, dans le cadre de la recherche avec les adolescents, à des alternances récurrentes entre des moments de discipline, des écarts et de la reprise de contrôle, notamment à travers des pratiques de purification. Donc, je passe un peu vite pour laisser après un peu de temps encore à Véronique. Si vous voulez, ce qui fait que l'alimentation donc devient une manière aussi pour comprendre non seulement ce qu'on mange, mais je dirais les valeurs plus générales d'une société et comment les enfants et les adolescents vivent leur place d'enfants et d'adolescents dans la société. Et elle prend une place tellement importante qu'elle devient aussi un instrument pour exprimer des conflits et pour les mettre en scène. C'est-à-dire que la diffusion de cette culture du risque et de l'inquiétude fait que, quelque part, ces jeunes informateurs, ces jeunes interlocuteurs qu'on a rencontrés se construisent un peu comme individus, autant à travers l'évitement des dangers, à travers la précaution, à travers la surveillance, que à travers des prises de risques délibérées. Donc à travers des jeux avec des comportements alimentaires qui sont reconnus comme étant dangereux pour la santé, dont ils reconnaissent tout à fait le caractère dangereux, mais qui sont utilisés justement pour ce caractère dangereux. Donc l'ivresse alcoolique, avec le binge drinking qui commence de plus en plus tôt, le fait de manger de la junk food, mais à fond, comme ils disent, des après-midi n'importe quoi, ou comme ils disent, on se défonce, ça aussi c'est intéressant ce langage presque toxicomane, ou des attitudes où on se fait vomir. Ce qui fait que cette centralité du risque, aussi bien dans l'évitement que dans la prise de risque délibérée, devient une sorte de mise à l'épreuve de soi qui défie quelques-unes des morales qui sont les plus importantes dans la société contemporaine. Quelles sont ces morales? La morale alimentaire, bien manger, la morale sanitaire, donc prendre bien soin de soi, être un individu bien portant, vivre longtemps et bien, avoir une responsabilité envers soi, donc cette centralité de l'individu qui est un agent autonome et responsable de soi, et enfin, une dernière valeur qui est centrale, celle d'une vulnérabilité enfantine à protéger. Donc, autour de ces inquiétudes, il y a quelque chose qui va, je dirais même, au-delà du bien ou du mal manger. Ce qui fait que, quelque part,
ces conduites des enfants et des adolescents sont une sorte de loupe qui rend plus visible et qui cristallise certaines contradictions de la société de consommation contemporaine. Par exemple, Stephen Klein dit, je trouve très jolie cette expression, que les enfants sont comme les canaris dans la mine de charbon. C'est-à-dire ces canaris qu'on utilisait parce que dès qu'il y avait des fuites de grisou, en fait, ils mouraient et ils signalaient qu'il y avait un danger pour l'ensemble des travailleurs de la mine. Après, je vais peut-être passer sur ce dernier point si tu as... On a le temps encore ? Oui. D'accord. Alors, la question, en fait, qui, en même temps, nous inquiète, et on en a discuté aussi avec d'autres personnes, en fait, qui étaient autour, par exemple, des deux recherches, comme Jean-Pierre Corbeau, qui était à la fois sur Fun Food et en partie sur Alimado. On a vu que tous les enfants, en même temps, ne disposent pas de cette même aisance dans la manipulation de ces compétences relationnelles, de négociation et autres. Par exemple, dans des classes qui sont plus, je dirais, défavorisées d'un point de vue économique, cette largesse, cette profusion d'aliments pour enfants fun qu'on a pu constater, ou de snacks ou d'autres produits qui sont considérés comme étant de la malbouffe, entre guillemets, sont à la fois la marque de l'inscription dans un âge, mais aussi la marque d'un désir de mobilité socio-économique ascendante. Et donc, il y a là aussi une autre tension, une autre contradiction entre ce qu'on vit à la maison et les injonctions nutritionnelles qui sont véhiculées par les médias ou par l'école. Et ça, on l'a vu par exemple dans le cas d'enfants qui participent à des cours d'éducation nutritionnelle en classe et qui après sont censés aller intervenir dans les habitudes alimentaires familiales, on voit que quelque part, ce type de demande qu'on fait de manière plus ou moins implicite à l'enfant risque de dévaloriser après les cultures alimentaires familiales. Et donc risque de mettre l'enfant en porte-à-faux par rapport à ce qu'il vit dans sa propre famille et dans sa propre culture alimentaire familiale. Je prends un exemple d'une fille de 15 ans qui, dans Alimado, à un certain moment dit bon, on nous dit qu'à la maison, il faut manger des légumes, il faut manger de manière nutritionnellement correcte. Elle vient d'une famille marocaine, elle dit mais chez nous, il n'y a que des légumes. On ne fait que des légumes tout le temps. Et donc, elle était un peu étonnée et même vexée qu'à un moment, dans le cadre d'autres rencontres scolaires parents-enfants, on soit allé dire à sa mère qu'il fallait qu'elle fasse des légumes. Donc, pour vous dire comment, quelque part, ces injonctions peuvent entrer en conflit ou en consonance parfois avec ce que les enfants vivent en famille. Ce qui fait que l'enfant devient doublement responsable, non seulement responsable de lui, de soi-même, mais aussi d'une famille dont il serait l'agent à travers lesquels il faut changer des comportements alimentaires. Et en plus, les critiques envers les parents ou les aînés, on a trouvé pas mal d'adolescents qui critiquent par exemple les frères ou les sœurs aînés, ne manquent pas de créer des tensions, surtout dans des situations dans lesquelles l'enfant n'a pas le statut, n'a pas l'autorité d'aller dire à ses parents comment ils doivent manger. Là, on touche quelque chose qui est de l'ordre de l'autorité, de la hiérarchie familiale, de la place de l'enfant, qui varie énormément d'une société à l'autre. Donc, c'était un peu pour conclure quelque part sur la nécessité aussi de continuer à réfléchir sur l'alimentation des enfants et des adolescents, mais comme manière aussi d'analyser un peu des laboratoires, je dirais, de l'innovation sociale, des conflits au quotidien et des manières qui, par l'alimentation, quelque part, font des enfants et des adolescents ce qu'ils sont et les adultes aussi qui seront. Donc, voilà, je te laisse continuer. Donc, à la suite de Nicoletta, qui a bien ouvert finalement cette deuxième partie, je voulais revenir sur 2 points. En particulier, c'est-à-dire traiter des notions de honte et de modernité au travers finalement de 2 exemples qui sont à la fois des normes, à la fois des représentations,
et finalement, alors qu'on imagine que c'est très très éloigné, qui se rapproche beaucoup dans l'esprit des adolescents. Je vais traiter de l'exemple du gras dans un premier temps, et après également de tout ce conflit d'appartenance autour des alimentations qu'on a noté et qui est, si vous voulez, et qui se cristallise autour de quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est finalement qui je suis. Je mange français, oui, mais nous ne sommes pas français, mais oui, mais nous sommes français, mais je mange quoi? Et à qui on le dit, comment on le formule, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans tout le verbatim qu'on a recueilli auprès de nos adolescents, il est intéressant de voir que finalement, la notion de honte est transversale, aussi bien de la consommation de gras que de produits catalogués autres, catalogués différents, catalogués hors de la norme. Et très très fréquent dans le vocabulaire des adolescents, c'est je mange normalement. C'est-à-dire que je mange normalement. Oui, bien sûr, nous sommes normaux, donc nous mangeons normalement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce normal? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce manger normal? C'est un peu autour de ces idées-là que je vais prendre la suite de Nicoletta. Donc, bien évidemment, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur le gras, etc. En tous les cas, pas différemment des autres classes d'âge, je dirais, dans ce souci de se fabriquer un corps performant, dans une attention portée permanente au bien manger, on a aussi, bien sûr, noté chez les adolescents comme une préoccupation adolescente forte, la place donc d'une de ces normes qui portait sur le gras des aliments, le gras du corps, c'est gras en fait, que les adolescents conjuguent un petit peu à leur manière et définissent à leur manière. Alors, certes, il y a tout ce qui s'est dit autour de ces préoccupations, de cette esthétique dominante, autour finalement d'une esthétique de la légèreté et des formes de lipophobie. Mais cette lipophobie est à nuancer chez les adolescents en l'occurrence, en fonction des sexes, des milieux, des trajectoires individuelles, et aussi en fonction de ce qu'ils mettent sous la catégorie, ou plutôt les catégories de gras. Parce que certes, il y a de la peur, il y a de la culpabilité engendrée par le gras des corps, par le gras des mets, ils le décrivent, ils le recoupent en termes de goût, de dégoût des aliments, mais aussi de dégoût des corps, de dégoût des autres. Mais aussi, on s'aperçoit que finalement, c'est un peu un « je t'aime, moi non plus », parce qu'il y a aussi le bon gras. C'est-à-dire que les adolescents, quand ils nous parleront de la cuisine de leurs grands-parents, hop, on a une inversion des représentations, et ce gras un petit peu diabolisé devient ce gras qui donne du goût. Et on l'a notamment beaucoup vu dans la description des plats régionaux, notamment en Alsace, avec des adolescents qui tiennent un discours un peu différent, et où d'un coup, il y a quelque chose qui passe au-delà de cette norme anti-gras, finalement. Donc, certes, ce terme de gras, qu'est-ce qu'il recouvre chez nos adolescents? Donc, il est aujourd'hui connoté plutôt négativement, héritage donc de moult stigmatisation nutritionnelle, et aussi d'une certaine dimension morale. C'est-à-dire que, par exemple, quand des adolescents disent qu'ils ont mangé gras, j'ai relevé du vocabulaire, j'avoue, j'ai fait une faute, oui, j'ai eu la faiblesse, j'ai fait une erreur, certes, c'est une exception, je n'en mange pas souvent, oui, je sais, j'ai mangé un hamburger, mais demain, je mangerai autre chose, etc., etc. Donc, c'est omniprésent dans la question adolescente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de faire une ethnographie un petit peu, un inventaire des préférences gustatives des ados, et surtout des classifications alimentaires. Et il est intéressant de voir ce qu'est le gras pour eux, qu'est-ce qu'ils en disent, comment ils le voient. Et en fait, on a accédé à un système de classification qui est un peu une ordonnancement de leur monde alimentaire, qui ne correspond pas au monde alimentaire, ni à l'ordonnancement et aux classifications nutritionnelles, forcément. C'est donc la classification dont je vais vous parler, on ne s'appuie pas uniquement sur des données nutritionnelles ou de composition, mais sur un système en fait, de représentation. Pour eux, est gras ce qui a un certain aspect, ce qui a une certaine odeur, une certaine texture, et ce que l'on définit dans l'entre-soi adolescent comme gras. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs adjectifs qui reviennent tout le temps dans la bouche des adolescents quand ils décrivent le gras, et donc quand ils décrivent et quand ils décrient ce gras. Le gras, c'est mou. Le gras, c'est toujours mou. Ainsi, par exemple, et ça, c'est extrêmement intéressant, je ne sais pas. Quand, par exemple, je passerai après, quand les adolescents parlent des frites,
des frites molles, outre le fait qu'elles sont jugées bien sûr peu appétissantes, etc., sont pour eux plus grasses que des frites croustillantes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, on mange du gras, de l'autre, on ne mange pas de gras. Et cette opposition entre mou, gras, mauvais et croustillant, dur, bon, revient souvent en fait dans les représentations adolescentes, et c'est quelque chose qui glisse aussi des catégories d'aliments. Parce que là, je prends la catégorie frites, on va dire, mais on peut aussi le traiter avec des légumes. Il peut y avoir des légumes qui sont jugés gras du fait de leur aspect. Et en fait, ce point-là, c'est-à-dire ce mou, gras, mauvais et croustillant, dur, bon, ça s'organise un petit peu en système parce que finalement, on retrouvera ce même système de classification pour les corps adolescents, avec des perceptions du corps et de la normalité qui s'orchestrent ensemble. Autre adjectif qui revient très souvent et qui n'est pas apprécié, et là aussi, il y a aussi autre chose qui s'articule au gras, qui est construit, qui est un fort dégoût. Attention, pas quand je parle de la blanquette de la grand-mère, quand je parle du gras tel que les adolescents se le représentent. Le gras est forcément gélatineux. Là encore, mou, gélatineux, il renvoie à quelque chose de vraiment dégoûtant, et là, on glisse aussi, avec cette qualification, il l'applique surtout aux produits carnés. C'est-à-dire que tout ce qui est viande, qui est qualifié de gélatineuse, est forcément qualifié de grasse, voire d'immangeable, voire de dégueulasse, de tout un terme d'adjectifs. Et là, on se rapproche aussi des adjectifs qu'on retrouve quand on décrit l'alimentation de la cantine scolaire. Autre vocabulaire qu'on utilise aussi pas mal et qui est extrêmement intéressant, c'est que le gras, il est transparent. Et c'est étonnant parce que avec une certaine norme de l'absence finalement, c'est-à-dire de la minceur, de la légèreté, en fait, ce qui est transparent dans une assiette est suspect. Et ça, on l'a beaucoup vu dans les cantines scolaires. C'est un qualificatif notamment qui pour eux décrit les jus. C'est-à-dire un jus qui est gras, c'est un jus qui est transparent. Et donc, du coup, c'est de la matière grasse fondue, donc on écarte. Et là aussi, c'est très intéressant parce que dans cette catégorie-là peuvent rentrer des bouillons de légumes, par exemple, qui accompagnent une viande et qui ne sont pas plus gras qu'autre chose. Donc, on n'est pas dans des catégories nutritionnelles. Et enfin, autre chose chez les adolescents, donc toujours dans cette construction, le gras est coulant. C'est-à-dire qu'on retrouve l'idée, et on la retrouve pour les corps, que le gras ne se tient pas. Le gras, finalement, ne se contrôle pas. Et c'est important parce qu'on le voit chez les corps ados après. Et cet aspect donne pour les adolescents une preuve du gras. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, si on prend les fromages, on leur avait demandé, avec des images, de nous classifier des tas d'aliments et des fromages plus ou moins gras. Et notamment, il y avait des camemberts, et il y avait des camemberts qui apparaissaient bien fermes, et des camemberts qui apparaissaient très faits, très coulants. Et en fait, le camembert dur, ferme, était classé comme un fromage non gras, et le camembert, la même marque qu'on avait bien mis, et le camembert bien coulant et d'aspect bien brillant, était classé dans les fromages gras à proscrire. Donc c'est extrêmement intéressant parce que dans leur représentation et dans leur construction du monde alimentaire, c'est extrêmement important. Et puis, autre chose aussi, alors je vous ai dit tout à l'heure, le verbatim, c'est des exemples, on n'a pas jugé nos analyses sur 3 verbatim qui sont là, sont également, et ça c'est extrêmement intéressant, parce qu'en plus ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur cette jeune fille d'une famille marocaine à qui on disait « dis à ta mère de cuisiner des légumes » et qui répondait « mais on cuisine que des légumes chez nous ». Et en fait, c'est très intéressant parce que Leïla, par exemple, j'ai pris son exemple à elle, mais beaucoup d'adolescents vont classer, parce qu'on a fait classer un petit peu les aliments, ont classé dans aliments gras des aliments qui ne contiennent pas nutritionnellement un poil de gras. Et regardez cet exemple de Leïla, 14 ans, qui nous a beaucoup parlé de la cuisine algérienne en amont et qui nous disait que, et j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure dans la deuxième partie sur un petit peu ces étrangetés des origines qu'on veut chasser, qui nous disait donc que la cuisine algérienne, elle n'aimait pas parce que c'était gras. Et elle nous disait, c'est la manière dont on cuisine. Si tu utilises beaucoup d'huile, c'est gras. Le couscous, c'est gras, ça fait grossir. La semoule, c'est gras, ça fait grossir. Et à la question, donc, comme elle nous avait cité tous ces aliments, on lui demandait un petit peu de les positionner. Et pour elle, l'huile, le gras et la semoule, c'est la même catégorie d'aliments. Et dans cette même catégorie, elle faisait rentrer également tous les aliments qui, pour elle, faisaient grossir. Donc, ça allait du chocolat à la semoule en passant par les pâtes. Tout ça, c'était inclus dans le gras. Parce que le gras, c'est forcément la catégorie à proscrire. Et également, ce qui est intéressant, c'est que dans leur délimitation de leur perception du gras, on voit aussi étendre tout ce qui n'est pas jugé comme étant sain. Et très vite, on a
Et là, tout à l'heure, on le reverra avec sale, propre, etc. Et là, c'est pareil. On a, avec le gras, on a dessus ce qui n'est pas sain est forcément gras. C'est-à-dire qu'un aliment pas bon, un aliment pas sain, pas bon pour la santé est gras. Et de là, on a aussi cette idée de saleté qui s'associe au gras. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement fort. Et je pense que tout ce qui a joué en amont de messages de santé publique n'est pas complètement étranger. Quand Amélie, 15 ans, nous dit « Quand tu vois une salade, la sauce en bas, c'est du gras, les frites aussi. En fait, quand tu manges, si tu vois que tes mains sont sales, c'est du gras. » Comme les frites, tout peut être gras, non? C'est cette idée-là, en fait. Tout peut être gras. En fait, finalement, tout ce qui est jugé malsain, entre guillemets, un peu sale, peut être gras. Et ce qu'on a noté également chez ces adolescents, c'est aussi cette présence que le gras est fortement lié à tout ce qui fait grossir. C'est-à-dire tout ce qui fait grossir est gras. Et en fait, là, on rejoint un autre sens de la polysémie du gras chez ces adolescents. Et ces adolescents, finalement, ont montré aussi des paradoxes extrêmement intéressants. Comme on l'a vu, donc, on vous a dit qu'ils n'étaient pas uniquement adeptes de, entre guillemets, malbouffe adolescente, de hamburgers, de frites, de kebab, mais qu'ils construisaient aussi de vrais discours sur ce qu'était pour eux la gastronomie, le plaisir alimentaire, etc. Et ce qui est intéressant également, ils sont très attachés aux petits plats de leur grand-mère ou à des plats régionaux, donc, qu'ils ne décrivent pas comme gras. C'est-à-dire qu'en fait, quand on leur faisait classer tout un ensemble de plats régionaux, ça pouvait aller de la choucroute au back-off à d'autres plats. Ces plats-là, mangés chez les grands-parents, consommés chez les grands-parents, n'étaient jamais mis dans la catégorie du gras. Et si parfois ils pouvaient être considérés comme étant lourds, on les redéfinissait tout de suite par rapport à la situation. Par exemple, oui, mais de toute manière, on ne les mange pas tous les jours. Et donc, comme on les mange que les dimanches, quelque part, que ce côté négatif était complètement désamorcé par la situation de fait dans laquelle ils sont consommés. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, finalement, il n'y aurait pas un bon et un mauvais gras au sens de bon et mauvais acide gras, d'accord? Mais en fait, on a un bon et un mauvais gras en fonction du type de plat, du lieu de consommation et des gens avec qui on le consomme. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Dit autrement, entre le snack et chez la grand-mère, le gras change de visage. Et ce qui est intéressant également, c'est que la norme finalement de cette glace d'âge varie entre un dégoût du gras des aliments et un rejet du gras des corps, tout en avouant un vrai goût pour certains aliments gras que du coup on classera autrement. Revenons un petit peu également. Je vous ai dit qu'on voyait chez ces adolescents un vocabulaire souvent comparable pour traiter de l'aliment et du corps quand il s'agit du gras. On ne peut pas les réduire à une catégorie, les adolescents. Hein. Même pour le gras, les trajectoires individuelles, tous les milieux socio-économiques, les origines culturelles et les âges sont de forts facteurs de différenciation. Mais je voulais revenir sur un point. D'habitude, c'est vrai que tu en parles beaucoup, donc je ne pensais pas l'aborder. La question du genre lié au gras est extrêmement importante. Les filles et les garçons n'ont pas le même discours sur le gras. Ils n'ordonnancent pas le gras de la même façon, ils n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques alimentaires, mais surtout, leur dégoût du gras ne se construit pas de la même façon. Bon, c'est vrai qu'à l'adolescence, on voit que l'impact, si vous voulez, de la norme de la minceur, qui participe à ce dégoût du gras, a plus de répercussions chez les filles que chez les garçons, mais c'est parce que leur vision du corps et leur vision du gras est différente. Dorothée Guillem, à Marseille, a fait un exercice assez intéressant avec de nombreux adolescents. Elle leur a présenté une jeune actrice, ou starlet, je ne sais pas, américaine, qui est passée à peu près par toutes les morphologies possibles, de clairement anorexique à un statut pondéral jugé normal, à un peu plus ronde, etc. Et elle avait 5 images, 5 photos différentes de cette jeune fille. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle a montré cet échantillon d'images à des filles et à des garçons. Et là où les filles la jugeaient déjà grosse, les garçons la jugeaient normale. Et là où les filles la jugeaient maigre, voire maladive, les garçons la balayaient en disant « mais elle est complètement malade ». Et donc, là, le décalage était très différent.
D'autre part, ce qui nous a semblé aussi intéressant et presque amusant sur cette construction des sexes par rapport à la catégorie du gras, c'est qu'en fait, il y avait une vraie relecture physiologiste du gras et des aliments et de la place que les garçons et les filles leur donnaient. Et en fait, comme ressorti, si vous voulez, du fond de croyances sur la faiblesse des filles par rapport à la force des garçons, etc., on avait un vrai discours des adolescentes elles-mêmes qui nous disaient nous, on doit faire plus attention que les garçons, c'est normal, parce que nous, on est plus sensibles au gras que les garçons. Les garçons peuvent manger beaucoup plus d'aliments gras et beaucoup plus de mauvais aliments. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas grave. D'abord, ils en ont plus besoin. Ensuite, chez eux, ça n'a pas le même impact que nous, etc., etc. Et ce discours, bien évidemment, était partagé par les garçons, en sens inverse. Et ce qui était intéressant, c'est que cette consommation de gras ou cet aspect gras du corps, vécu très souvent sous le mode moral de la faute ou de la culpabilisation, l'était en légère moindre mesure chez les adolescents que chez les adolescentes, avec le bémol suivant que là, par contre, pour cette moralisation finalement de la faute par rapport à l'ingestion de gras, on a une inversion. C'est-à-dire que souvent, on vous dit, chez les classes sociales plus défavorisées, on observe, etc., etc. Là, non. Chez les classes sociales très favorisées, on observe des garçons qui construisent un discours de culpabilisation morale vis-à-vis de la consommation de gras qui est très très fort et qui est aussi fort que celui des filles. Ça vient aussi, c'est lié tout ça aussi au mode vestimentaire. On a aussi travaillé sur ça. Selon les milieux, selon les trajectoires, etc., on ne s'habille pas pareil. Et on a observé chez des classes extrêmement favorisées de très très forts discours de culpabilisation autour de la consommation de gras, des régimes, et beaucoup de garçons qui faisaient des régimes restrictifs, beaucoup plus que chez des classes plus défavorisées, chez les garçons. J'entends bien chez les garçons. Et autre chose, il est apparu également dans ce discours du gras lié au genre que finalement, le gras chez les garçons, c'était aussi lié à une certaine image de virilité. Manger des aliments gras, jugé lourd, c'était aussi lié au fait d'être un garçon. Ce qui est aussi intéressant, c'est que apparaît finalement, au-delà de cette lecture physiologiste, au-delà de cette redéfinition du gras, un petit peu de, entre guillemets, fatalité. Dorothée Guillem ayant relevé, par exemple, plusieurs fois des discours là où des garçons et des filles étaient présents en disant que, oui, puis parfois les corps sont faits comme ça. On a aussi cette présence qui est assez importante. Et ce qui est intéressant, donc, finalement, c'est qu'en reprenant toutes ces différentes classifications, je passe un peu vite, opérantes en fait chez ces adolescents en France aujourd'hui, on peut tracer une sorte du spectre du gras à l'adolescence. En fait, le gras, c'est quand les aliments ou les corps ne se tiennent pas, sont mous, et chez les gens, c'est lié à un jugement moral donc de la personne. On a énormément de verbatim autour de ça, qu'une personne qui abuserait d'aliments gras ou qui serait trop grasse, trop molle, ne se tiendrait pas, ne se contrôlerait pas. On est toujours dans le contrôle moral, etc., comme on l'était tout à l'heure avec Nicoletta. Et cette obligation de faire attention à soi, à son alimentation et à avoir, et là encore, on n'est pas dans une question de normes, de poids, mais vraiment de texture, etc., avoir un corps ferme fait partie des obligations vis-à-vis des autres. On leur doit d'être comme ça à l'adolescente. Quand je vous ai parlé tout à l'heure du bon gras, du plaisir, etc., le seul moment où on a le gras du corps connoté positivement chez les adolescents, c'est quand on a abordé avec eux la notion des troubles et des comportements alimentaires. Là, c'est extrêmement intéressant. Parce que alors que leur vocabulaire, je n'ai pas cité certains verbatims qui étaient très très forts en termes de dégoût, des jeunes filles nous montrant une fille grosse à la cantine et nous disant « regarde-la, elle est dégoûtante », devant elle bien sûr, etc., elle est trop grosse, etc. Et bien pourtant, il y a un moment où cette perception du dégoût, alors il la lie, je vous le disais, à l'odeur, etc., s'inverse, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est quand on leur parle par exemple d'anorexie versus surpoids, obésité, et bien là, dans leur représentation, immédiatement, la personne anorexique est liée à quelqu'un de malade, donc de très malade.
c'est-à-dire on le lie à la maladie, au psychologiquement malade, alors qu'on a plus d'indulgence dans ce cadre-là pour le surpoids et l'obésité que pour l'anorexie. Donc vous voyez, ça bouge, et quand je vous disais, les catégories bougent et c'est jamais toujours la même chose. Je suis passée vite sur certaines choses, oui, parce que je souhaite aussi, pour continuer à illustrer ce propos sur ce qu'est la norme, puisque c'était un peu notre choix aujourd'hui entre les normes et leur représentation, glisser sur autre chose. Il y aura plusieurs papiers sur ces sujets-là, donc on ne pourra pas aborder tout aujourd'hui, mais pourquoi avoir choisi finalement d'avoir commencé par traiter le gras pour vous parler de la notion de honte, mais plus culturelle vers laquelle je vais, et pourquoi les associer toujours à cette notion de normalité et de modernité? Parce que ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on stratifie nos catégories de gras, on s'aperçoit que le gras, donc connoté négativement pour les corps, du côté du dégoût, du mou, du qui ne se retient pas, c'est le gras qui fait honte, c'est le gras qui n'est pas normal, c'est le gras qui n'est pas admis. Être dans la normalité, donc c'est avoir un corps normé, c'est-à-dire plutôt ferme. Et encore une fois, les adolescents parlent rarement de poids, ils parlent plutôt d'aspect esthétique des corps en fait. Ils parlent rarement de maigreur. Avec nous, ils ont surtout parlé de corps ferme, de corps musclé, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute une partie de notre verbatim, surtout issus là d'adolescents finalement, issus donc de parents ou de grands-parents migrants, on s'est aperçu que certes il y avait cette même orchestration du gras, mais à cela s'ajoutait une même honte, la même honte exprimée par des adolescents, par exemple en surpoids, gros, etc., ou des adolescents qui jugeaient les corps gros. Et bien cette même honte chez eux existait aussi vis-à-vis d'autres choses qui étaient, entre guillemets, ce que l'on mange à la maison, la nourriture du là-bas. Alors, je voudrais juste un exergue, parce que les quelques verbatims que je vais lire sont peut-être un peu secs. Par mesure de précaution, je vais utiliser des catégories qui sont les catégories des adolescents. En tant que citoyen, pour vous, elles vont peut-être vous choquer parce qu'on ne les utilise pas comme ça aujourd'hui. En tant qu'anthropologue, elles ont un autre sens. Mais vous allez voir souvent des catégories fermées avec des adolescents qui disent « vous les Français, nous les Arabes, vous les Turcs, nous les Turcs, les Alévis, nous les Sunnites, etc. » Mais en fait, ce ne sont pas des catégories fixes. Elles sont très mouvantes, elles sont assez complexes. Ce n'est pas des catégories identitaires fermées. Et en fait, et en plus, parfois, la même catégorie peut recouvrir une réalité. J'ai par exemple un jeune adolescent dont les parents nés en France sont d'origine marocaine, à Marseille, qui dit « Je mange français car je suis français, mais chez nous, nous sommes arabes. » Et en fait, ça décrit un petit peu la complexité de définition des alimentations, parce qu'en fait, rien n'est fixe. Mais par contre, je vais reprendre toujours les termes pour ne pas trahir notre terrain, en fait, mais je voulais juste dire qu'ils n'étaient pas repris au prisme d'une lecture idéologique, mais simplement anthropologique. On a vu donc dans le partage de nourriture, à la cantine ou au self, et j'aurais pu parler du partage de nourriture aussi vis-à-vis du gras, parce que c'est extrêmement fort, donc on a vu des influences réciproques des adolescents sur leur comportement alimentaire. Et dans les discours, donc, est vite apparu le plaisir d'être ensemble et aussi cette idée de contrôle pour correspondre à la norme de la classe d'âge, quand les adolescents sont ensemble. Et très vite aussi, bien sûr, on voit la peur du jugement d'autrui, aussi bien du contenu de son assiette qu'aux formes du corps, aussi bien dans le gras que vous allez voir dans ce que je vais vous parler. Et finalement, de la peur du jugement d'autrui, on glisse aussi à ces notions de honte et celle de manger normalement, c'est-à-dire la honte de ne pas être mangé normalement ou de ne pas être mis dans ceux qui mangent normalement. Tout à l'heure, Nicoletta disait ce petit garçon qui mangeait des tomates, mais ça faisait rire ses copains. Et donc, et en fait, avec toute l'analyse de la glose et les observations, on a vu que ces deux notions de honte et de normal étaient récurrentes chez les adolescents, avec cette peur justement d'être pris ou de passer pour pas normal. Parce que, au-delà du discours médiatique qui nous représente ces adolescents comme des révoltés permanents qui voudraient se différencier, nous on a vu des adolescents qui surtout ne voulaient pas faire de vagues et qui surtout voulaient ressembler aux autres adolescents. Donc ça c'est extrêmement fort aussi et alimentairement parlant aussi. Et donc chez ces adolescents, dont souvent donc, les parents sont originaires, dans ce cas-là je vous parle d'adolescents dont les parents sont originaires d'autres pays que la France, et souvent
et encore plus chez des adolescents originaires du Maghreb, la nourriture du là-bas est très appréciée. Elle est très appréciée, ainsi que les manières de table qui vont avec, quand ils vont en vacances. Quand pour eux, ils sont dans l'extraordinaire. C'est-à-dire quand ils partent de chez eux, c'est-à-dire leur pays, en l'occurrence ici, là, en PACA ou en Alsace. Et pour ces adolescents, quand on leur demandait de décrire ce qu'ils mangeaient, systématiquement nous répondaient en premier, nous mangeons normalement. C'est-à-dire comme les autres. Donc quand on cherchait à comprendre, nous avons eu comme définition, eh bien on mange de la nourriture française, comme nos copains, comme les autres. C'est quoi de la nourriture française? C'est de la nourriture équilibrée. Et je n'aborde pas ici le cas du halal, le plus souvent, donc associé à cette idée de manger normal, il y a cette idée que l'on donne une image de soi, que l'on mange équilibré, c'est-à-dire qu'on est dans les recommandations nutritionnelles de la société dans laquelle on vit. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont les premiers, alors qu'ils disent les aimer, à stigmatiser les nourritures de leur pays d'origine, qui d'ailleurs souvent, nutritionnellement parlant, ne sont pas du tout plus mauvaises que d'autres. Ce qui est intéressant également, c'est que ces qualificatifs d'équilibré ou de non équilibré, etc., ou de normal, bien sûr, ne prennent pas en compte la réalité nutritionnelle. Mais ce qui est apparu, c'est que très vite, en fait, ces adolescents autour du normal ou du pas normal voulaient décrire, si vous voulez, un petit peu un contrepoint de ce qu'il y avait chez eux. Et très vite, pour eux, ce qui était normal était propre et ce qui était anormal était sale. Et ce qui a été stigmatisé en premier, au-delà des plats, au-delà des mets, c'était les manières de table. Je vais aller assez vite pour qu'on ait aussi de la place pour les questions. Vas-y. Ouais. Non, vas-y. D'accord. Et par exemple, Rachid nous dit, donc il part de chez lui à la maison, chacun pique dans le plat, c'est sale, je trouve déjà. Et puis, je n'aime pas les légumes. La viande qu'il y a dedans, elle ressemble à rien, ça donne pas envie, quoi. Alors lui, ce qu'il met en avant, c'est le plat unique et la façon de manger. Puis, Amina, pareil, 17 ans, nous dit « J'ai pu avoir honte, plus jeune, de dire à mes copines de classe que je mangeais telle tagine avec telle sauce. J'apprécie ces plats, mais c'est plutôt la façon dont on peut les manger qui peut me mettre mal à l'aise face aux autres. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez ces adolescents-là, très très vite, on classe du coup ces aliments, ces nourritures, ces manières de table comme étant du côté du sale, comme étant du côté de l'étrange finalement, et à proscrire. Et donc bien évidemment, on ne dit pas, on ne signale pas. Et c'est pour ça que je vous souligne l'importance d'enquête qualitative et d'observation. On ne signale pas consommer forcément ces plats-là quand on est interrogé par le chercheur. Par contre, quand le chercheur va dans les familles, il voit comment on mange et ce qu'on y mange. Et ce qui est intéressant également, par contre, c'est qu'après, plus grand, il y a une sorte de contournement, d'acceptation. On a déjà mis là, j'ai pas mis son âge, elle a 19 ans, et on a plusieurs verbatims comme ça sur Marseille, où finalement, ce qui était connoté sale, pas moderne, extrêmement déprécié, on essaye de le récupérer parce que ça fait partie de soi, et on le contourne et on le détourne, et elle dit, mais moi j'apprécie, en gros elle dit avant, c'est très long, hein, elle dit qu'elle apprécie de manger des tagines, etc., notamment sans les assiettes et sans les couverts, et puis elle conclut en faisant de l'humour, et elle lance à Julie, Lioré, c'est beaucoup plus pratique après pour nettoyer, on est moderne nous les Arabes. Et cette jeune fille est étudiante en fait en classe prépa au lycée Thiers à Marseille, donc c'était assez intéressant parce qu'elle parlait devant des étudiants qui en plus ne connaissaient pas du tout ses propres manières de table. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je continue. Et sur cette idée aussi de stigmatisation par les adolescents eux-mêmes, on a des ados qui nous ont dit « Ben ouais, je trouve que c'est pas bon ». Donc c'est un adolescent, 15 ans, qui nous dit « C'est pas bon, c'est de la bouffe d'arabe, parce qu'on la mange avec les doigts, moi je mange pas comme ça, etc. etc. » On a aussi cet argument donc positif de la modernité, et puis on a cet argument de la modernité qui est mis en exergue. Alors là, par exemple, il y a beaucoup d'exemples sur l'Alsace avec des adolescents d'origine turque qui, eux, plus que de la saleté, plus que du conflit sale, propre, normal, etc., nous ont parlé de ce qui était moderne et ce qui n'était pas, et ce qui n'était pas. Et aussi avec une certaine idée de justification de leur pratique alimentaire.
Par exemple, j'aime beaucoup ce verbatim d'Aïkoubé qui a 18 ans et qui à Colmar nous dit il nous arrive aussi de faire du riz et de cuisiner des plats avec du riz parce que c'est mieux vu par les gens qu'on connaît. Les invités préfèrent les plats turcs avec du riz. Un jour, ma mère avait préparé du dolma, vous savez, c'est les feuilles de vigne farcies avec du boulgour, avec du blé, et on l'avait prise pour une arriérée, comme si elle n'était pas moderne. Alors que ce n'est pas vrai, ma mère sait s'adapter, et en plus, nous, on préfère des plats cuisinés à l'ancienne, c'est bien meilleur. Et en fait, c'est intéressant, parce que cette idée de cuisiner à l'ancienne, elle parcourt tous nos adolescents, quelles que soient leurs origines. Cuisiner à l'ancienne, cuisiner par la grand-mère, c'est bien meilleur. Sauf que chez certains adolescents avec des origines migratoires diverses, ça recoupe des catégories qui sont plus difficiles à assumer. Et là, c'est extrêmement intéressant. Autre différenciation, et encore là, je vous dis, ces catégories, ce n'est pas des catégories telles qu'on les voit dans la société, enfin, c'est des catégories qui ne sont pas fermes. Kevin, qui a 17 ans, à Neuhof, en Alsace, nous dit nous, Turcs à Lévis, on est plus modernes que les Turcs sunnites parce qu'on mange de tout. Et il nous dit, ben oui, on mange de tout. Et c'est intéressant parce que quand vous voyez les catégories qui sont utilisées, ce sont les catégories qui sont stigmatisées. Il nous dit, oui, oui, certains mangent du porc, d'autres de la viande non halal, ou alors nos parents boivent de l'alcool. Et pour lui, là, en fait, il décrivait ce qu'était la normalité alimentaire. Donc ça, c'était aussi extrêmement intéressant pour nous. En fait, je voulais citer ça parce qu'on a navigué dans notre communication autour de ce qui était la norme, de ce qui étaient ces représentations, et surtout de finalement comment on s'arrangeait, tous les petits arrangements avec la norme à l'adolescence. Et sur ces derniers points-là, Amina, qui a 14 ans, nous dit pourquoi elle n'aime pas manger comme chez elle et pourquoi elle ne le dit pas. Elle dit « Ce qu'on mange chez mes parents fait qu'on se sent étranger. » Par exemple, quand on mange du couscous, c'est des choses qu'on mange habituellement au Maroc. Et puis une autre, par contre, et c'est là que je vous dis attention à l'importance des classes d'âge et de la prise en compte des niveaux de classe d'âge dans les perceptions de l'alimentation, une autre jeune fille qui a 4 ans de plus nous dit « J'ai pu avoir honte plus jeune de dire à mes copines de classe que je mangeais ainsi. J'apprécie ces plats, mais c'est plutôt la façon dont on peut les manger, etc., etc. » On retrouve encore ce malaise et ce refus des manières de table comme stigmatisantes. En fait, ces adolescents qui ont exprimé leur rapport à la nourriture par le biais de la honte sont nombreux. Et ça nous a donné à voir un aspect très occulté aussi des pratiques alimentaires, à savoir la classification des aliments, des goûts, des odeurs, en fonction de ce qui fait honte, fout la honte ou pas. C'est quelque chose qui est extrêmement présent. Et ce rapport également entre modernité, tradition, modernité, normalité, très mêlé d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce qui est trop lié, ce qui est trop opposé à la modernité, fait forcément honte. Donc tout ça pour montrer que dans les catégories alimentaires, tout un tas de représentations se lient pour construire ce qui est un aliment bon et un aliment mauvais. Toi, si tu veux. Ben non, mais je voulais ajouter tout juste, mais rien de... c'est très complet. En fait, relativement à la honte, la précision en fait relative au fait que ce sont plutôt des adolescents dont les familles ont une migration du Maghreb me paraît intéressante parce qu'on voit là comment c'est plutôt des stratégies identitaires qui se font à deux, c'est-à-dire adolescents issus de migration versus adolescents qui n'ont pas eu de migration. Et c'est aussi l'histoire d'un regard qui, dans la durée, a construit ces relations entre adolescents issus du Maghreb et adolescents qui ne le sont pas. Ce qui fait que parmi les Turcs, par exemple, ce sentiment de honte est beaucoup moins présent, j'ai l'impression, en Alsace. Tout à fait. Et par contre, on a ce décalage sur la modernité ou pas le décalage se des communautés. Autrement. Voilà, c'est pas tellement sur le sale, mais ça se déplace sur d'autres points. Et cette question du regard est importante parce que le discours sur la honte ressort beaucoup sur les manières de manger entre adolescents, indépendamment de l'histoire migratoire. C'est-à-dire que, justement, comme tu disais, indépendamment de cette image de l'adolescent révolté, les observations qu'on a fait, par exemple, dans l'alimentation de rue, montrent des jeunes qui sont fortement policés, qui sont très attentifs à ne pas se tacher, à ne pas en mettre partout, à ne pas manger comme des cochons, justement, à ne pas se laisser déborder. Donc, à nouveau, cette idée du maintien et du regard de l'autre participe très fort de ce sentiment possible de honte.